Traverser la France de Dunkerque à Perpignan en seulement 10 minutes? Oui, c'est possible. Cet exploit est devenu possible grâce aux aimants. Mais d'ailleurs, un aimant, qu'est-ce que c'est? On va voir ça sur Camoine. Tout d'abord, faisons un tour dans le passé. La première mention écrite date de 77 après Jésus-Christ. Cette information, elle nous vient d'un livre écrit par Pline l'Ancien, qui raconte l'histoire d'un berger provenant de la Crète en Grèce. En effet, ce berger était fréquemment amené à gravir le mont Ida. Et lors de ses voyages, il remarqua que des cailloux s'accrochaient au clou de ses chaussures. Il s'agissait de ce qu'on nommera plus tard la magnétite, le premier aimant naturel que l'homme croisa. Et accrochez-vous bien, c'est en Chine que l'on utilisera la magnétite pour la première fois. La magnétite servira à la fabrication de boussoles. Durant des siècles entiers, les boussoles seront les principales utilisations de la magnétite. C'est seulement à partir du XXe siècle que les travaux sur les aimants vont exploser. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, afin de mieux comprendre le phénomène de l'aimantation. Il faut savoir que l'aimantation dépend principalement des électrons. C'est donc par eux que nous allons commencer. Les aimants sont constitués d'atomes métalliques, comme par exemple le fer ou le nickel. Les atomes qui sont situés ici, sur le tableau périodique des éléments. Un atome est constitué d'une part d'un noyau contenant des protons et des neutrons, et d'autre part d'électrons qui tournent autour du noyau. Ces électrons sont situés dans des couches électroniques. Ce sont des zones dans lesquelles les électrons vont se déplacer. Ces couches sont nommées S, P, D et F, avec S la couche la plus proche du noyau et F la couche la plus éloignée du noyau. Dans notre cas, pour faire un aimant, il nous faut des atomes métalliques. C'est donc ceux qui ont assez d'électrons pour remplir leurs couches S, P et D, mais pas assez d'électrons pour remplir la dernière couche F. Ils auront donc comme dernière couche remplie la couche D. C'est donc des électrons de la couche D que nous allons parler. Voilà donc l'origine de nos électrons. Maintenant que l'on sait d'où viennent les électrons, on va regarder qui ils sont. Un électron est défini par 3 nombres quantiques, comme une personne qui peut être définie par 3 choses, sa taille, son nom et son âge. Mais parmi ces nombres quantiques qui définissent l'électron, un seul nous intéresse, c'est le spin. Le spin donne à l'électron la capacité de se comporter comme un minuscule aimant ayant une direction. C'est de là que vient l'aimantation comme on la connaît aujourd'hui. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que tous les atomes métalliques ont des électrons dans leur couche D, mais ça ne fait pas d'eux pour autant des aimants. Un point important manque ici. Il faut que les spins des électrons soient organisés ensemble dans la même direction. Pour que l'on puisse passer de la barre de fer qui a des spins en désordre et qui n'attire rien, à un aimant qui a des spins organisés et qui attire les métaux. Pour réaliser cette amélioration, il nous faut donc parler de la structure bien particulière des aimants, qui donne l'organisation aux spins que nous avons besoin et par ce fait différencie nos aimants des alliages métalliques, dont fait partie la barre de fer. La formule chimique des aimants communs est la suivante. On appelle ça une spinelle. Vous avez d'un côté les cations métalliques, d'où proviennent les électrons, et de l'autre côté, vous avez le ligand qui sert à maintenir les cations ensemble. Et ici, il s'agit de l'oxygène anionique. Donc là, nous avons un composé avec des atomes en proportion précise. En choisissant ces atomes métalliques ainsi que les atomes d'oxygène dans de telles proportions, on obtient un composé qui donne une organisation à son spin. Car le composé va suivre la théorie du champ de ligand. Cette théorie, c'est quoi? Cette théorie, elle nous dit que les cations qui sont dans notre composé vont organiser leurs électrons de manière à former une structure particulière avec l'oxygène. Les structures qui vont en découler seront appelées des octaèdres et tétraèdres. Un octaèdre, c'est un atome métallique entouré par 6 oxygènes éloignés de la même distance. Un tétraèdre, c'est un autre atome métallique entouré par 4 oxygènes éloignés de la même distance. Voici donc les structures qui composent l'aimant et qui se répètent à l'infini. Maintenant que l'on sait à quoi ressemble la structure d'un aimant, on va expliquer comment cette structure donne une organisation au spin des électrons. Pour ce faire, on va partir du spin des électrons afin de voir comment ces spins s'orientent dans la même direction. Une fois les cations placés au centre des octaèdres et tétraèdres, les cations vont organiser leurs électrons. Les électrons de la couche D
vont être réparties dans des zones différentes de la couche D. Ces zones sont appelées les orbitales atomiques. Le cation va remplir ces orbitales atomiques avec ses électrons de la couche D. Il va d'abord remplir tous les orbitales avec un électron. Puis une fois cette étape faite, s'il lui reste des électrons, il va mettre un deuxième électron dans chaque orbitale jusqu'à épuiser son stock d'électrons. Nous aurons donc des orbitales avec 2 électrons et d'autres avec un seul électron. Une flèche représente le spin d'un électron. On utilise une flèche car le spin a une direction. La théorie veut que dans un orbital atomique, 2 flèches ou spins ont forcément un sens contraire, et donc s'annulent, ce qui résulte à 2 flèches opposées. Quant aux flèches seules dans un orbital atomique, elles doivent avoir la même direction que les autres flèches dans les orbitales atomiques voisins. De cette manière, toutes les flèches célibataires vont avoir une direction commune. On aura donc les spins des électrons célibataires qui auront un sens commun. Nous approchons du but. À partir d'ici, nous connaissons la structure d'un aimant, et aussi à partir de quand le spin devient organisé. Maintenant, nous allons voir ce qui va influencer l'intensité du spin. C'est ici que le choix du ligand est important, car c'est lui qui va définir la facilité qu'ont les cations à rendre leurs électrons célibataires. Il existe 2 types de ligands. Les ligands champ fort, qui poussent le cation à limiter ses électrons célibataires en augmentant l'énergie nécessaire pour que les électrons puissent aller sur les 2 orbitales supérieures. De cette manière, les électrons vont chercher à se mettre par 2 dans les 3 orbitales inférieures, ce qui les rendra inutiles pour l'aimantation que l'on recherche. Quant au ligand champ faible, il favorise les électrons célibataires en diminuant l'énergie nécessaire pour que les électrons atteignent les 2 orbitales supérieures, ce qui permet d'obtenir plus efficacement des électrons célibataires qui sont à l'origine de l'aimantation. Ce sont donc les ligands champ faibles que l'on veut, et ça tombe bien, l'oxygène en fait partie. Le lien avec l'aimantation, c'est que ce sont les électrons célibataires qui sont à l'origine du spin, car 2 électrons dans un orbital vont avoir un spin opposé et donc s'annulent mutuellement et ne s'expriment pas, alors qu'un électron célibataire est tranquille pour exprimer son spin. Ce sont donc les orbitales avec un électron célibataire qui nous intéressent, car c'est les électrons célibataires qui vont organiser leur spin ensemble afin de créer un gros spin qui sera celui du composé. Donc le spin d'un cation par convention, c'est la somme des spins de ces électrons célibataires divisé par 2. Cela est le cas pour un cation situé dans une structure octaédrique ou tétraédrique, c'est le même procédé. On a donc le spin des électrons qui va donner le spin du cation, et les cations vont donner leur spin au camp, soit des tétraèdres, soit des octaèdres. Le spin d'un camp sera la somme des spins des cations qui appartiennent à ce camp, et le spin de notre composé sera le spin des octaèdres moins le spin des tétraèdres. En faisant une soustraction, le spin du composé risque d'être nul. À partir d'ici, on comprend que la nature des cations, et surtout la quantité d'électrons qu'ils fournissent, influence grandement le spin. C'est pourquoi il est important de bien choisir les cations qui composent l'aimant pour éviter d'avoir un spin nul. Un composé avec un spin nul est dit diamagnétique et a un comportement inverse de celui d'une barre de fer. Il repousse tous les aimants qui sont à proximité et dans notre cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Quant à un aimant, il a un spin positif. Il sera dit paramagnétique. Un aimant, c'est donc 3 choses. La première est une structure avec des octaèdres et des tétraèdres qui donne un sens au spin. La seconde est un choix des atomes métalliques en fonction des électrons qu'ils ont sur leur couche D. Et la troisième est un choix des ligands qui facilitent la présence d'électrons célibataires dans le composé. Le lien final entre l'aimantation et le spin est que le spin d'un composé est proportionnel au moment magnétique de ce composé. Plus le spin sera grand, plus le moment magnétique sera important et plus l'aimant sera dit puissant. C'est en se basant sur ces principes et avec beaucoup de recherches que l'entreprise General Atomic a mis au point le canon magnétique
Blitzer, capable de tirer un projectile à près de 9600 km/h, soit la vitesse requise pour traverser la France en environ 10 minutes. Tirer plus vite que son ombre peut avoir du sens ici. En effet, aucun projectile n'a pu atteindre cette vitesse en utilisant un autre moyen que l'aimantation. L'aimantation a une réelle force potentielle. Le principe du canon le voici. Deux rails métalliques et parallèles sont reliés via le projectile lui-même. Le circuit est parcouru par un courant électrique qui débute dans un rail et termine dans l'autre rail en passant par le projectile. Comme chaque électron est comparable à un aimant, chaque électron va créer un champ magnétique avec un pôle nord et un pôle sud. De ce fait, là où le courant passe, des champs magnétiques se créent. Le sens de circulation des électrons donne un sens au champ magnétique. Les champs magnétiques des rails seront donc perpendiculaires au champ magnétique du projectile. Vous l'aurez donc deviné, un phénomène de répulsion va apparaître. Le résultat est que le projectile va être poussé vers la sortie du canon jusqu'à quitter le canon. La question que l'on pourrait se poser est comment on augmente la puissance du canon. Eh bien c'est simple, il suffit d'augmenter le courant qui passe dans le circuit. En augmentant le courant, on augmente la quantité d'électrons présents et par ce fait, on augmente la puissance des champs magnétiques. Vous l'aurez donc compris, 9600 km/h n'est sans doute pas la vitesse maximale qui peut être atteinte par le canon électromagnétique. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt sur Kemon.